La passation de pouvoir entre l'ancienne présidente de l'Assemblée nationale et le nouveau président par intérim a eu lieu aujourd'hui. Faire preuve d'humilité et de compréhension n'est pas fatal si c'est pour le pays. Tel est l'un des messages puissants laissés par l'ancienne présidente de l'Assemblée nationale, Christine Razanama-Assou. Aucun résultat tangible n'a émergé au cours des 100 premiers jours du nouveau mandat de Radziwiłł, ont constaté les politiciens et la société civile. La diplomatie malgache est en mauvaise posture, en plus des violations de la loi qui se manifestent sous de multiples formes et les difficultés croissantes de la population. Dans l'actualité internationale, le Hezbollah libanais a dit mercredi avoir visé un poste de commandant militaire dans le nord d'Israël, qui a déploré 14 soldats blessés en riposte à la mort de 3 de ses combattants la veille dans des frappes israéliennes. Faire preuve d'humilité et de compréhension n'est pas fatal si c'est pour le pays. Tel est l'un des messages puissants laissés par l'ancienne présidente de l'Assemblée nationale, Christine Razanama-Assou, lors de la passation de pouvoir aujourd'hui au sein de cette institution. Une présidente qui a été démise de ses fonctions après avoir divergé d'opinion avec son parti. La fonction peut changer de titulaire, mais seuls ceux qui s'en tapent peuvent la remplir avec dignité. L'Assemblée nationale était la dernière institution à bénéficier de la confiance des citoyens, car elle a toujours prôné le respect de ce que l'on appelle la majorité. Ainsi, je tiens à adresser mes vœux au nouveau président de l'Assemblée nationale, Jean-Jacques Rabénirine, en lui demandant de protéger en permanence le prestige de cette institution, car c'est cette préservation qui a conduit à cette passation de pouvoir, tant sur le plan national qu'international. Soyez inflexibles en matière d'honnêteté, d'ordre, de respect et d'humilité, car faire preuve d'humilité et de compréhension ne nuit pas, mais vous permet d'accomplir tous vos objectifs. Longue vie à l'Assemblée nationale. L'actuel président par intérim de l'Assemblée nationale a déclaré avoir apprécié la manière dont l'ancienne présidente a dirigé l'institution. Il s'est engagé à respecter et à faire respecter toutes les lois, que ce soit dans la prise de décision ou dans l'exécution des travaux à l'Assemblée nationale. Nous avons travaillé ensemble pendant ces 5 années, moins 2 mois. Notre collaboration et la façon dont vous avez dirigé cette Assemblée nationale se sont caractérisées par le respect mutuel, l'affection et la compréhension, que ce soit lors de nos réunions de bureau permanent, des conférences des présidents ou des séances plénières de l'Assemblée. Votre leadership a été exemplaire. Que les femmes qui osent prendre des responsabilités, comme vous l'avez fait, soient de plus en plus nombreuses au sein de cette institution et dans tout le pays, car c'est de telles personnalités que le pays a besoin. Rappelons que l'ancienne présidente de l'Assemblée nationale a joué un rôle de médiateur lors des tensions traversées par le pays avant l'élection présidentielle, prônant toujours le dialogue. Cependant, son parti a fait plusieurs déclarations l'accusant d'entreprendre des initiatives sans consultation préalable, ce qui a abouti à sa radiation du TGV. Malgré ce, cet élu du peuple n'a jamais renoncé à ses convictions. En l'espace de 24 heures, le régime actuel et ses alliés ont réussi à la destituer de la présidence de l'institution et à la priver de son mandat de député. Aucun résultat tangible n'a émergé au cours des 100 premiers jours du nouveau mandat de Radziwiłł, ont constaté les politiciens et la société civile. La diplomatie malgache est en mauvaise posture, en plus des violations de la loi qui se manifestent sous de multiples formes. Les relations diplomatiques du pays sont perturbées en raison des tensions avec l'Union européenne. Cette dernière qui finance pourtant de nombreux projets dans notre pays, tels que la construction de routes, d'écoles et d'hôpitaux.
Si cette ambassadrice a demandé des comptes sur l'utilisation des fonds du FR, elle ne l'a pas fait de sa propre initiative, mais elle a été envoyée par les pays membres de l'Union européenne. En réaction, les dirigeants ont adopté des mesures excessives, ce qui risque d'avoir un impact considérable sur le pays. Les relations diplomatiques du pays sont désormais dans une situation confuse. Où cela va-t-il nous mener? Si mazava misa ni diplomatie wakaïza sika. Pour la société civile, les derniers 100 jours ont été marqués par beaucoup de tâtonnements alors que c'est la gestion d'un pays qu'ils avaient en charge. Certains projets n'ont pas été achevés tandis que de nouveaux ont été lancés, provoquant la détérioration de nombreux secteurs. Le collectif des citoyens et organisations citoyennes, ou CCOC, a déclaré qu'au cours de cette période, seules des politiques à court terme ont été mises en œuvre, sans résultat tangible. Les Malgaches font face à des difficultés croissantes. L'inflation augmente chaque jour et il n'y a pas de stratégie à long terme mise en place pour stabiliser la situation politique, sociale et économique du pays. L'affectation réelle des fonds publics reste floue et les priorités ne sont pas clairement définies dans le budget de l'État pour 2024. Il est légitime de se demander si les priorités énoncées servent réellement les intérêts du peuple. Les améliorations dans le secteur de la santé ne sont pas évidentes et les problèmes persistants dans le domaine routier, tant en ville que sur les routes nationales, demeurent préoccupants. Malgré l'existence du fonds routier et des allocations budgétaires destinées à l'entretien des routes au gouvernorat, cela ne se traduit pas par des améliorations concrètes dans la vie quotidienne des citoyens. Destruction, dégâts, misère et pauvreté, tels sont les résultats des 100 jours tant promis du régime Radziwiłł. Selon les politiciens, les réalités du Manara Pinch sont manifestes, comme en témoigne la situation du stade Barea. Manara Pinch, en théorie, implique des normes, mais aucune des infrastructures ne respecte réellement les normes. Elles ont simplement été teintées du couleur de leur parti politique, mais leur réalisation a été bâclée. Un exemple flagrant est l'hôpital construit à Manakar, déjà désormais endommagé. Même le stade Barea, dont la construction aurait dû être consultée par la CAF pour respecter les normes d'un terrain, est maintenant sujet à la ridicule. Tout ce qui a été accompli dans le pays a été fait de manière négligée et bâclée. La Goa est liée à la démocratie. Cependant, à Madagascar, la démocratie semble inexistante. Toute personne qui ose s'exprimer se retrouve sanctionnée. La présidente de l'Assemblée nationale, le président du Sénat et même l'ambassadrice de l'Union européenne en ont fait l'expérience. Il n'y a pas de démocratie à Madagascar. Telles ont été les réalisations et les résultats de ce gouvernement au cours de cette première période, alors que tous les membres étaient en poste. À présent, 7 ministres ont démissionné et des remplaçants sont demandés pour prendre en charge leur ministère. En conséquence, les services administratifs dans ces ministères seront réduits au strict minimum à durée indéterminée. Les ministres par intérim n'ont pas la prérogative de prendre des décisions importantes, même si le pays en avait besoin. La signature de documents et dossiers qui nécessitent l'approbation du ministère titulaire sera suspendue indéfiniment. Cette situation entrave la progression des affaires nationales, rendant Madagascar encore plus incapable d'avancer. La recherche urgente de solutions permanentes et tangibles pour répondre aux besoins de la population a été promis lors du Conseil des ministres d'hier, 17 avril, à Thomas, notamment en ce qui concerne l'assainissement de la ville, l'approvisionnement en eau et l'électricité et la réparation des routes. Une énième fausse promesse destinée à apaiser les esprits et à gagner des faveurs à l'approche des élections législatives, ont constaté certains politiciens. Ce ne sont que des habitudes bien connues, des fausses promesses et des mensonges faits aux Malgaches à l'approche des élections. Les politiciens du régime vont simplement distribuer de petits dons, ici et là, pour gagner les faveurs du peuple. J'appelle les Malgaches à réfléchir, car voter pour un candidat du régime, c'est voter pour un député muet qui ne les représentera jamais à Tsimbazaz,
mais qui se contentera d'appliquer des ordres. Face à de telles promesses, il revient à chacun de réfléchir et de tirer des leçons du passé, surtout avant la tenue des élections législatives, afin d'éviter les regrets ultérieurs. Pour les Malgaches qui continuent à croire en ces promesses, il est compréhensible de voter pour eux. Cependant, si vous avez perdu confiance au cours de ces 4 derniers mois et que vous constatez une détérioration de votre qualité de vie, il est temps de ne plus vous tourner vers ce régime lors des prochaines élections. Le problème réside dans le fait que l'argent prime souvent sur la conscience. Ne devrait-on pas plutôt se fier à notre conscience? La réalité est que la vie est difficile et face à cela, beaucoup ne devraient plus croire en ces promesses. Rappelons que de nombreuses promesses n'ont pas été tenues par ce régime au cours des 5 dernières années, en particulier la construction de la route nationale numéro 13, sur laquelle le dirigeant actuel avait juré de ne plus faire de politique s'il ne l'avait pas achevée au cours de ces 5 dernières années. De plus, la résolution des problèmes de coupure d'eau et d'électricité, ainsi que la réparation des chaussées à Tan-Najiv et de nombreuses routes nationales ont également été laissées en suspens. Les jeunes espéraient également la création d'emplois, mais cette promesse reste également non tenue, tout comme d'autres engagements, dans lesquels de nouvelles promesses viennent désormais s'ajouter à la liste. Une recrudescence des destitutions et des nominations des chefs de district et des préfets dans certains districts de Madagascar a été observée durant les récents conseils des ministres. Au cours du dernier mois et le conseil des ministres d'hier, plus de 80 nominations et révocations de ces représentants de l'État ont été enregistrées. Ces remplacements et destitutions soudains et suspects ont suscité des suspicions parmi les politiciens qui soupçonnent des manœuvres politiques dissimulées en ce contexte électoral. En général, ces individus sont chargés de représenter l'État et font partie des responsables de l'organisation des élections en assurant l'ordre et en supervisant les fonctionnaires au niveau local. La question se pose de savoir si les récents nominés ont été choisis pour exercer des pressions sur les vulnérables ou s'ils ont été sélectionnés pour remplir leurs fonctions en toute impartialité, conformément à la loi. Ce qui préoccupe les observateurs, c'est l'incertitude quant à savoir si ces nouveaux responsables ne seront que des pions utilisés pour exercer des pressions sur les fonctionnaires locaux afin de favoriser l'élection des candidats du régime. Les chefs de district et les préfets ne devraient en aucun cas contraindre les fonctionnaires et les chefs de Fuktan à voter pour les candidats affiliés au régime. Chacun a le droit de dénoncer et de porter plainte contre de telles pratiques. Selon la loi, les chefs de district et les préfets n'ont pas le droit de participer à la campagne électorale. Le code électoral d'avril 2018 interdit aux fonctionnaires au niveau local de s'impliquer dans la campagne électorale. En cas de telle situation, les témoins ont le droit de porter plainte. Le fait qu'un chef de district ou un préfet fasse campagne ou force à voter pour un candidat n'est pas acceptable et va à l'encontre des principes démocratiques. Selon les explications, il semble que le parti au pouvoir soit prêt à déployer tous les moyens possibles pour faire élire ses candidats. Une utilisation des ressources de l'État, que ce soit matérielle ou humaine, interdite par la loi, qui a déjà entaché la dernière élection. Le gouvernement est un obstacle pour la lutte contre la corruption, a déclaré la présidente de la CSI au Comité pour la sauvegarde de l'intégrité aujourd'hui, lors de la présentation de ses réalisations de 2023. Alors que la lutte contre la corruption devrait être l'affaire de tous, le gouvernement, censé être un modèle et un moteur dans ce combat, fait preuve de négligence et refuse d'assumer ses responsabilités. Le gouvernement semble ne pas adhérer à la stratégie actuelle, en raison de son manque d'enthousiasme et de rapidité dans la mise en œuvre des lois qu'il a approuvées. Comme nous l'avons constaté, la loi sur le recouvrement des avoirs illicites a mis 2 ans avant d'être validée. Après avoir stagné au sein du Parlement, elle a nécessité une ordonnance présidentielle, puis la publication du décret a pris beaucoup de temps
de même que l'allocation budgétaire. Il est une chose d'adopter des lois et des décrets, mais c'en est une autre de les opérationnaliser dans la lutte contre la corruption. Nous, en tant qu'organe de répression, n'avons pas la prérogative de légiférer. Il existe également d'autres obstacles majeurs, tels que les autorisations de poursuite. Je lance un appel pour abolir la mise en accusation au niveau du Parlement ou notre Cour de justice. Cela nécessite l'implication des législateurs. Quoi qu'il en soit, la présidente du CSI a annoncé aujourd'hui que l'élaboration de la nouvelle stratégie nationale de lutte contre la corruption est en cours. Ce travail est articulé autour de 3 points clés, bien définis, et sera officiellement présenté le 9 décembre. Le travail suit un calendrier presque trimestriel. En juin, une évaluation diagnostique sera effectuée pour consulter les acteurs et déterminer les actions prioritaires dans la nouvelle stratégie. La deuxième phase comprend des consultations régionales sur les grandes lignes qui se dérouleront de juillet à septembre. Enfin, il y aura l'élaboration et la validation nationale de la stratégie sont réalisées, suivies d'une présentation au Conseil des ministres pour l'approbation gouvernementale. L'un des défis fixés par la CSI pour l'année 2024 est la création d'une commission ad hoc chargée de recruter un nouveau directeur général du Bianco, ainsi que la constitution des membres du PAC à Mahadzang et la mise en place du PAC à Fianarantsoa. En outre, la mise en place d'une stratégie rigoureuse de lutte contre la corruption est prévue au sein des aéroports, en commençant par celui d'Antananarivo. Le SYNPAMA, au syndicat des enseignants et éducateurs de Madagascar et le syndicat des agents du ministère de l'Éducation, rejette et condamne l'utilisation des ressources publiques ainsi que du personnel enseignant à des fins politiques, notamment pour favoriser la candidature des partisans du régime lors des prochaines élections législatives. Dans un contexte national alarmant où le secteur éducatif se détériore de plus en plus, les pressions exercées sur les enseignants pour les amener à soutenir les candidats affiliés au parti au pouvoir sont intolérables. Les enseignants sont utilisés à des fins politiques. La ministre de l'Éducation nationale est la directrice de campagne du président. Si elle est convaincue des valeurs de son parti politique, cela ne pose pas de problème en soi. Cependant, ce que nous tolérons pas, c'est l'utilisation du ministère, de ses ressources et de son personnel comme outil politique. Nous avons été témoins de cas où des enseignants ont dénoncé des pressions émanant des chefs fiscaux et drainent pour participer à la campagne en faveur des candidats du régime. Ils ont également souligné que la récente directive du ministère de l'Enseignement supérieur stipulant que les candidats libres ne peuvent passer leur examen du baccalauréat que dans les chefs-lieux de région est une décision précipitée et mal avisée. Pourquoi ce soudain changement alors que les examens du baccalauréat se sont déroulés ainsi sans incident pendant des années? Pour nous, toutes les décisions de ce régime concernant l'éducation, nous ne parlons pas des autres ministères, cachent des manigances visant à nous détruire. Quand la tyrannie devient loi, la rébellion devient devoir, ont souligné ces agents de l'éducation. Ils ont affirmé qu'ils ne resteront pas passifs face aux pressions, aux contraintes et à leur instrumentalisation à des fins politiques par les dirigeants en place.